Kirkouk, dans le nord de l'Irak. Comme chaque matin, un convoi de plusieurs blindés américains s'apprête à quitter sa base pour se rendre au gouvernorat, le centre du pouvoir à Kirkouk. La ville, située dans une des 5 provinces à majorité sunnite du pays, est revendiquée depuis des siècles par les minorités kurdes et turkmènes d'Irak, réprimées très durement du temps de Saddam Hussein. À bord des blindés, une quinzaine de civils américains qui participent aux côtés des Irakiens à la reconstruction de la ville. Attentat à la voiture piégée, enlèvement, Kirkouk a toujours la réputation d'être l'une des villes les plus dangereuses d'Irak. En réalité, depuis le 30 juin 2009, date à laquelle les troupes américaines ont transféré leur pouvoir à la police irakienne, la violence a beaucoup diminué. Bien avant le 30 juin dernier, nous travaillons déjà avec la police afin de minimiser notre présence et désormais, nous allons très peu en ville. Nous avons une escorte irakienne à chaque fois que nous nous déplaçons, à pied ou à l'intérieur de véhicules. Chacun de nos déplacements est coordonné avec un de nos partenaires, que ce soit un représentant du gouvernement, de la police ou de l'armée. C'est une manière de préparer votre retrait ? Oui, finalement, quand l'armée américaine quittera le pays, les forces de sécurité irakiennes prendront en charge la sécurité. En fait, ils l'ont déjà en main. Une trentaine de soldats issus des différentes ethnies qui composent la population de la ville sont placés sous les ordres d'un commandant sunnite. Une nouveauté à Kirkouk, où depuis 2003, les tensions communautaires sont la principale source de violence dans la région. C'est une bonne formation que vous avez là. Désolé, je ne parle pas bien l'anglais. Oui, on essaie de former la police irakienne le mieux possible, avec l'aide de Dieu. Et la sécurité ? La situation sécuritaire s'est améliorée. C'est de mieux en mieux au niveau des formations. Au niveau des lois aussi. Je ne l'avais jamais rencontré avant aujourd'hui. Mais je peux dire que, vu la façon dont il a dirigé ses hommes ce matin, il sait ce qu'il fait. C'est le genre de jeune officier que nous formons pour prendre la responsabilité de la sécurité. Je suis totalement convaincu qu'ils seront capables de prendre la relève. Les Américains vont partir. Nous serons heureux quand ils partiront. Nous étions là avant eux. Nous sommes toujours là. Et nous serons toujours présents après leur départ avec l'aide de Dieu. Et notre réussite revient en grande partie aux Irakiens. C'est grâce aux citoyens qui aident la police et les forces de sécurité. Au début, ils n'avaient pas confiance en nous. Mais ensuite, la confiance est revenue, car ils ont réalisé que la police irakienne ne dépendait pas d'autres pays. Nous sommes tous Irakiens. C'est notre pays, et c'est grâce aux citoyens que nous avons pu atteindre ce niveau de sécurité. Un retour relatif au calme qui n'aurait pas pu se faire sans l'aide des Joubouri, une tribu sunnite à la tête d'une milice de plusieurs milliers d'hommes. Comment la tribu des Joubouri a-t-elle réussi à vaincre Al-Qaïda ?
Au début, on ne pouvait rien faire. Ils étaient trop forts et nous étions trop faibles. Mais petit à petit, ils ont perdu le soutien de la population. Dans la rue, les gens qui d'habitude les aidaient au cours de leurs opérations ont refusé à 2 ou 3 reprises de les couvrir. Ensuite, tout le monde s'est soulevé. Pas seulement les Djoubouris d'ailleurs. Toutes les autres tribus se sont révoltées contre eux. Mais à leur tête, c'est vrai que c'était nous, les Djoubouris, qui menions la fronde. Au sein de la milice, les hommes sont tous de chez nous. Ce sont tous des Djoubouris. Un engagement auprès des forces de sécurité irakiennes qui a redonné aux Djoubouris la place qu'ils avaient perdue à Kirkouk depuis la chute de Saddam Hussein. En 2003, lorsque la ville est tombée aux mains des Kurdes et des forces américaines, il ne faisait pas bon être sunnite à Kirkouk. Le problème à Kirkouk, c'est que dès le début de l'invasion, les Kurdes ont profité de la présence des troupes américaines à leur côté pour prendre le contrôle de la ville. Et ils se sont mis à combattre les Arabes avec l'aide des Américains. C'est ça le problème. Les Américains et les forces kurdes se sont alliés contre les Arabes. Pourquoi les prisons sont-elles remplies d'Arabes? Lorsque les Américains sont venus, on leur a dit que les Arabes étaient des terroristes, qu'ils étaient contre le gouvernement, que les Arabes créaient des problèmes dans la région. Donc bien sûr, lorsqu'il y a un incident, ils viennent automatiquement dans les quartiers arabes pour se trouver des coupables. Vous pensez que les Américains aident toujours les Kurdes? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, mais nous défendrons nos droits jusqu'au bout. Le vice-gouverneur de Kirkouk est un Djoubouri, comme toutes les personnes présentes dans la pièce, à part cet homme, un Kurde. Pour tous ici, Kirkouk, c'est un peu la Jérusalem d'Irak. Alors Kirkouk est kurde ou irakienne? Dès que nous réagissons de façon communautariste, ça devient très dangereux. Nous, on dit que Kirkouk est arabe parce que l'Irak est arabe, ok? Non, l'Irak n'est pas arabe, mon frère. Les villes du nord, elles sont kurdes. 85% des Irakiens sont arabes, donc c'est comme ça, l'Irak est arabe. Non, être majoritaire ne donne pas forcément raison. Kirkouk appartient à tous les Irakiens. Kirkouk est une mosaïque de l'Irak. Si elle reste rattachée au pays, il n'y aura pas de division. Mais si on l'enlève de l'Irak, on ira vers la séparation. Kirkouk sera la clé de la division ou la clé de l'unité. À moins de 2 heures de route de Kirkouk, un peu plus au nord, changement radical d'ambiance à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. Cette région autonome est composée de 3 provinces à majorité kurde, avec sa propre constitution, son propre parlement et son propre gouvernement, qui inaugure aujourd'hui la première foire économique internationale de cette envergure en Irak. Pas moins d'une 50aine de pays représentés, dont la France et l'Allemagne. Les plus gros stands sont ceux de la Turquie et de l'Iran, les 2 principaux partenaires économiques d'Irak. Les relations économiques de l'Iran sont bonnes aujourd'hui avec le Kurdistan, mais aussi avec tout l'Irak. Oui, c'est pour cette raison que nous avons commencé à prospecter ce marché. Et nous avons l'intention de nous développer partout en Irak. La foire d'Erbil, un rêve éveillé pour les Peshmerga, les vieux combattants kurdes qui ont lutté toute leur vie pour libérer leur peuple de la dictature du régime de Saddam Hussein. Un succès à mettre sur le compte de Nechirvan Barzani, le neveu de l'actuel président de la région autonome du Kurdistan.
Êtes-vous fiers de ce jour? Bien sûr, c'est un jour important. Et nous sommes fiers d'avoir organisé cette foire. C'est encore mieux que l'année dernière. Il y a encore plus d'entreprises qui sont venues du monde entier. Nous sommes fiers d'être devenus la porte d'entrée de tout l'Irak. La porte d'entrée de l'Irak. Alors que dans le reste du pays, la violence et l'insécurité continuent d'être la principale préoccupation de la population, l'aéroport d'Erbil assure désormais des liaisons quotidiennes avec Vienne, Istanbul, Beyrouth ou Dubaï. Et ce n'est qu'un début. Dans quelques semaines, un aéroport flambant neuf va ouvrir ses portes à quelques centaines de mètres du terminal actuel. Ninos, son directeur technique, accueille chaque semaine de nouveaux clients potentiels. Lufthansa était là la semaine dernière pour faire une évaluation et visiter nos infrastructures. Gulf Air est venu aussi la semaine dernière et Al-Qataria était là il y a 6 mois. Les voyageurs passeront par là pour enregistrer leurs bagages. Nous avons 20 comptoirs d'enregistrement pour les compagnies aériennes. Après 3 années de travaux, le nouveau bâtiment n'a rien à envier aux plus beaux édifices des pays du Golfe, situés à moins de 2 heures d'avion d'ici. L'architecte n'est autre que Richard Foster, qui a dessiné, entre autres, l'aéroport de Madrid. C'est beaucoup d'argent. Plusieurs centaines de millions? Oui, c'est ça. Beaucoup de millions, oui. En réalité, plus de 350 millions de dollars. Pour faire marcher ce bijou de technologie, le gouvernement régional du Kurdistan a fait appel à des experts en la matière, le staff de l'aéroport de Séoul, en Corée du Sud. C'est un gros contrat pour vous? Oui, c'est notre premier contrat de ce type. Et c'est vraiment un gros contrat car nous allons administrer cet aéroport pendant 5 ans. Et c'est donc un très gros contrat pour nous. Un contrat de combien? 32 millions de dollars. 32 millions? Ah oui, effectivement, c'est un gros contrat. Et pour superviser les aspects techniques et logistiques de ce hub aérien en devenir, le gouvernement a engagé des consultants américains particulièrement enthousiastes. Vous travaillez à l'aéroport? Oui, avec le gouvernement. Vous travaillez avec les Kurdes? Oui, je travaille pour le gouvernement régional kurde, avec l'administration de l'aéroport et avec les consultants coréens. Vous êtes une compagnie privée? Je suis un entrepreneur privé, spécialisé dans l'administration publique. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est excellent. Ça va devenir un hub majeur pour le pays. Et on espère augmenter le nombre de vols pour les passagers et le fret. Pas seulement pour le Kurdistan, mais pour tout le pays. Et au niveau de l'administration publique, vous sentez un changement ici? Absolument. Ce pays a un énorme potentiel. Et ce n'est qu'un début. Fier de son aéroport, Ninos tient à nous montrer la piste d'atterrissage la plus grande de toute la région. L'occasion aussi de nous parler de son rêve, celui de tous les Kurdes d'Irak. Le processus actuel ressemble beaucoup à une forme d'indépendance. Les Kurdes du monde entier rêvent d'avoir un pays indépendant. Ils ont le droit de rêver de ça, comme toutes les autres nations. Nous ne disons pas que nous allons devenir un pays indépendant dès demain, ou dans les 10 prochaines années, mais nous devons garder ce rêve. C'est ce qui permet d'avancer et de se projeter dans l'avenir. Ça pourrait être ce rêve ou la fin de la route, comme ici. La fin de la route? Non, ce n'est pas la fin de la route. C'est d'ici que vous décollez, jusqu'au firmament. Direction le sud de l'Irak, vers les 9 provinces à majorité chiite du pays. Aujourd'hui,
90% des richesses d'Irak proviennent de la province de Bassora, située à l'extrême sud. Une région longtemps convoitée par tous les pays voisins. Ce fleuve, qui longe la frontière entre l'Iran et l'Irak, s'appelle le Chat el Arab, le seul accès à la mer du pays. C'est une des principales routes d'exportation du pétrole. Une des raisons de la guerre de Saddam Hussein contre l'Iran pendant plus de 8 ans, de l'invasion du Koweït aussi, à cause de son front de mer directement accessible aux gros tankers pétroliers. Pendant la première guerre du Golfe en 1991, puis au cours de l'invasion des troupes anglo-américaines en 2003, la ville de Bassora a été très durement touchée. Sept ans après la chute de Saddam Hussein, Bassora, surnommée la Venise de l'Irak du temps de sa splendeur, est toujours dans un état de délabrement avancé. 3 heures d'électricité par jour, pas d'eau potable, ni de système de voirie. Vu d'ici, ce nouvel Irak dont on parle tant au Kurdistan ressemble plutôt à un mirage. Je vis dans la misère. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. Moi je n'ai rien du tout. Dans ma vie je n'ai que Dieu. C'est Dieu qui nous protège. Il n'y a pas de travail. Si nous sommes là, c'est qu'il n'y a pas de travail. Pourtant Bassora est une ville pétrolière. Oui, c'est une ville pétrolière, mais elle est remplie de voleurs. Mais vous allez en avoir du travail. Déjà qu'ils nous le finissent, le pont là-bas. Ce pont là-bas, ça ne coûte rien de le construire. Ça a duré 3 mois et puis ils ont arrêté les travaux. Et où est l'argent? Qui se l'est mis dans la poche? On n'a aucun espoir pour l'avenir. Il nous faudrait d'autres dirigeants. Ne me parle pas du pétrole, c'est un sujet qui fâche. Moi, je vis grâce à mes fruits. Chacun vit comme il peut. Ici, le pétrole, on n'en voit pas la couleur. Comment ça? On n'a jamais vu le pétrole. Pourquoi? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je suis qu'un marchand, je n'ai pas d'avis. Une colère contre le pouvoir central, largement récupérée par les milices pro-iraniennes. Il y a encore quelques mois, elles faisaient la loi dans cette ville. Ce n'est qu'au prix d'une répression féroce que la coalition au pouvoir a réussi à restaurer l'ordre à Bassora. Le gouvernorat, le centre du pouvoir à Bassora, n'obéit à nouveau à Bagdad que depuis avril 2008. Certains habitants de Bassora demandent l'autonomie du Sud, un peu comme au Kurdistan. Nous avons répondu à ces gens-là à travers une enquête que l'on a menée auprès de la population de Bassora. Le résultat de cette enquête a montré que les habitants de la ville ne se sont pas prononcés en faveur de l'autonomie. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est la majorité qui décide. Ceux qui étaient pour l'indépendance n'étaient que 5%. Les habitants de Bassora sont contre l'autonomie et contre l'indépendance.
Quand tu as 95% des gens qui sont pour l'unité de l'Irak, les 5% qui restent, on respecte leur opinion, mais ils ne peuvent pas décider pour tout le monde. Ce retour de l'état de droit reste malgré tout très précaire à Bassora. En dépit de toutes les promesses du gouvernement, 70% de la population est toujours au chômage. Une bombe à retardement électoral sur laquelle comptent bien capitaliser les adversaires de la coalition au pouvoir à Bagdad. Les responsables n'ont qu'à venir voir ce canal, qu'ils viennent voir par eux-mêmes. Toutes les canalisations sont bouchées à cause de la pollution. Les politiciens, ils s'en moquent. Ils ont de l'eau potable chez eux. Ils sont déconnectés du peuple. Le peuple, lui, il peut bien vivre dans la crasse. Les dirigeants s'en moquent. Quand on leur demande des comptes, on nous répond « Nous allons faire des travaux ». Mais ils sont où ces travaux? L'Irak dépense des milliards et des milliards. Mais je mets au défi n'importe quel responsable de venir m'expliquer pourquoi ce canal est si pollué. C'est infesté de maladies là-dedans. Moi, j'étais officier dans l'armée et aujourd'hui je fais le taxi. Pourquoi? Pour un salaire de misère. Quelle est la raison? La raison? Vous ne connaissez pas la raison? L'Irak ne sait pas pourquoi? La raison, ce sont ces politiciens venus de l'étranger qui sont venus vivre ici. Ils se disputent le pouvoir et qui paie le prix? Le peuple irakien. C'est le citoyen irakien qui paie le prix. Quand une bombe explose à Bagdad, c'est nous qui payons. Direction Bagdad, la capitale. L'une des dernières villes où les différentes communautés qui composent la population du pays continuent tant bien que mal à cohabiter, chacune barricadée derrière des murs de sécurité. À Bagdad, les détracteurs de la coalition au pouvoir sont nombreux. Les plus influents sont réunis ce jour-là à quelques kilomètres du siège du gouvernement, au Conseil supérieur islamique en Irak. Le plus gros parti d'opposition chiite du pays reçoit un hôte de marque. Le président du Parlement iranien, Ali Larijani. Ancien conseiller spécial pour le nucléaire, soutien inconditionnel du Hamas dans les territoires palestiniens et du Hezbollah au Liban, il représente la frange dure du régime de Mahmoud Ahmadinejad. Pour l'accueillir, Ammar al-Hakim, le tout nouveau patron du Conseil supérieur islamique en Irak. Malgré son visage chérubin, Ammar al-Hakim est un des hommes d'affaires les plus influents d'Irak. À 39 ans, il dirige un consortium pesant plusieurs millions de dollars, spécialisé dans l'import-export entre l'Iran et le sud du pays. Le docteur Ali Larijani est l'honorable invité de l'Irak et du Parlement irakien. C'est l'occasion de rappeler le rôle très important de la République islamique d'Iran dans notre pays. Son soutien politique, économique et culturel est total. Après la chute du régime de Saddam, l'Iran a été le premier pays de la région à reconnaître le gouvernement irakien et nos liens n'ont fait que se renforcer depuis. Un positionnement pro-iranien sans équivoque pour ce parti qui a quitté la coalition au pouvoir et un objectif affiché: renforcer les pouvoirs des 9 provinces à majorité chiite du sud du pays. Omam Hamoudi est le numéro 2 du Conseil supérieur islamique d'Irak, responsable des relations extérieures du parti.
À mon avis, la solution pour l'Irak est un État décentralisé pendant quelques années. Et après cette période de transition, passer à une autonomie plus large. Au sein de l'Assemblée de notables chiites venus prêter allégeance au président du Parlement iranien, nous découvrons avec surprise la présence d'un ancien allié des Américains, Ahmed Chalabi. Les médias l'ont longtemps surnommé l'homme de la CIA, car c'est sa formation politique qui a fourni les fausses preuves de la présence d'armes de destruction massive en Irak, la Libye, qui a déclenché l'intervention américaine contre Saddam Hussein. Aujourd'hui très proche de Téhéran, Ahmed Chalabi pense déjà au-delà du fédéralisme en Irak. Il rêve d'une union régionale autour d'un Irak et d'un Iran fort, susceptibles à terme de dominer le Moyen-Orient. Nous pouvons collaborer avec l'Iran dans plusieurs domaines, comme l'électricité par exemple. Ils nous fournissent plus d'électricité que les autres pays. Dans le secteur pétrolier aussi. Nous avons des gisements de pétrole qui longent la frontière avec l'Iran. Et nous devrions les exploiter conjointement pour que nos deux pays en bénéficient. Nous devrions aussi augmenter nos échanges commerciaux. L'Irak a un accès limité au golfe Persique, alors que l'Iran a une longue côte maritime. De plus, leurs grands ports sont très proches de l'Irak. Il serait donc naturel de renforcer nos échanges commerciaux avec l'Iran. Mais aujourd'hui, nous avons une vision plus large de notre coopération. Nous voulons créer une zone d'échange économique qui inclurait l'Iran, la Turquie, la Syrie et l'Irak. C'est très important. Nous avons écrit un livre qui en parle. Voici la distance d'un bout à l'autre de ce territoire, 3600 km, qui relie l'Europe à l'Inde. Nous avons fait des études sur le pétrole, sur les ressources d'eau et les affinités historiques et culturelles entre ces quatre pays. Là, par exemple, c'est une représentation du monde, selon les préceptes des géographes islamiques. Selon eux, le monde est divisé en 7 régions, et ces 4 pays sont au cœur du monde, au centre du monde. Et vous pensez que les Américains seront d'accord? C'est dans leur intérêt d'accepter. C'est tout de même une grande région. Oui, et c'est dans leur intérêt d'accepter cette idée. Aujourd'hui, les Américains craignent que cela représente une menace fondamentaliste. Mais en réalité, cette région a le potentiel d'être une alliance de pays musulmans modérés. L'Irak, au centre du monde et de toutes les convoitises. 115 milliards de barils de réserves de pétrole connus à ce jour. De quoi attiser les rêves d'autonomie des 52% de chiites au sud et des 23% de Kurdes au nord. De quoi expliquer aussi les violences des 21% de sunnites au centre, les grands perdants de cette redistribution des cartes dans le pays. À quelques mois du départ annoncé de l'essentiel des troupes américaines, pour essayer de savoir à quoi ressemblera l'Irak de demain, il faut donc s'intéresser au pétrole. Car comme toujours depuis plus d'un siècle, celui qui contrôle le pétrole en Irak contrôle le pays, voire la région tout entière. Retour dans le sud, à Roumaïla, l'un des plus gros champs pétroliers de la région. Le site d'exploitation date de 1972, comme la plaque de bienvenue. C'est une entreprise russe qui a construit ce site. Toutes les installations et tous les pipelines sont de fabrication russe. Sur les 8 réservoirs censés réceptionner le brut en provenance des puits de pétrole, seule la moitié est en activité. Et encore, quand les pompes ne tombent pas en panne. Le réseau électrique du site n'a quasiment jamais été changé depuis la première guerre du Golfe en 1991. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Depuis 1975. 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
Vous êtes un ancien. Oui, je suis ancien. Les installations aussi sont anciennes. Le matériel est rouillé. Tout est rouillé ici. Combien de barils étaient exportés à Roumaïla en 1975? Avant, on exportait au moins 1,5 million de barils par jour, alors qu'aujourd'hui, on exporte à peine 437 000 barils par jour. En 2004, l'armée américaine a pourtant signé un contrat pour remettre à niveau le site. Un contrat signé avec leur principal entrepreneur, la société KBR. Les ingénieurs de KBR ont travaillé dans le sud du pays pendant 3 ans, entre autres sur le site de Roumaïla. Le problème, c'est que le contrat que le gouvernement américain a signé avec KBR pour remettre en état le secteur pétrolier a été accordé trop facilement et n'était pas vraiment adapté aux besoins des Irakiens. La supervision du contrat était très mauvaise et du coup une grande partie du travail n'a pas été fait correctement. Il y a eu beaucoup d'argent versé pour des travaux qui n'ont pas été faits, qui étaient souvent surpayés et dont la qualité laissait parfois à désirer. Effectivement, un rapport de l'inspection générale de l'armée américaine datant du 13 janvier 2009 épingle très durement KBR. À Roumaïla, par exemple, sur un contrat de 22 millions de dollars, 8 millions ont disparu dans la nature. Sur l'ensemble de la région, ce sont près de 500 millions de dollars sur un contrat d'1,2 milliard que KBR n'a pas réussi à justifier au cours de l'audit effectué par l'armée américaine. KBR n'a plus sa place en Irak. Leurs contrats avec le gouvernement américain sont presque terminés. Et quand les Américains quitteront le pays, KBR n'aura plus de contrat ici, mais ils iront en Afghanistan. À quelques mètres des immondices, le siège de la Southall Company à Bassora. C'est la compagnie publique irakienne qui a signé le contrat de rénovation de ses infrastructures avec KBR et l'armée américaine. Un contrat qui s'est achevé en 2007 et qui ne sera pas reconduit. Autre scandale encore plus grave auquel a été confrontée la Southall Company ces 7 dernières années, un trafic de pétrole de grande envergure avec l'Iran, avec parfois jusqu'à 600 000 barils de pétrole par jour acheminés clandestinement hors d'Irak avec des gros tankers. Un trafic stoppé net depuis la reprise en main de la région par la coalition au pouvoir à Bagdad. Aujourd'hui, le gouvernement local, le gouvernement central, l'armée et la police ont uni leurs efforts pour lutter contre le trafic de pétrole. Avec le prix du pétrole qui est devenu sensiblement le même partout dans la région, le trafic n'est plus aussi lucratif qu'avant. Pour être rentable, le pétrole brut doit être vendu en très grande quantité. Mais aujourd'hui, nous contrôlons la situation. C'est pourquoi le trafic est devenu marginal. Pourtant, beaucoup de gens parlent de gros tankers, de tankers iraniens. Montrez-les-moi, ces fameux grands tankers. Bagdad, ministère du pétrole. Après celui de l'Intérieur, le deuxième plus grand ministère du pays. Le seul à avoir été sécurisé par les Américains lors de leur entrée dans la ville en avril 2003. Un lieu hautement stratégique où tous les secrets d'exploration, d'exploitation et de production des champs de pétrole du pays sont gardés. Une administration tentaculaire de plus de 100 000 fonctionnaires, dirigée de main de fer depuis 2006. Ce ministère est le premier à avoir mis en place un service anticorruption. Un service indépendant qui a carte blanche pour dénoncer fraude et malversation au sein du ministère. Vous avez beaucoup d'employés dans votre service ? Oui, nous avons 1200 employés qui travaillent dans tout l'Irak. Nous avons des inspecteurs qui travaillent toute la journée et d'autres toute la nuit. Nous avons une ligne téléphonique ouverte 24 heures sur 24. Quand on nous informe d'un délit de corruption dans la nuit, nous faisons appel aux services de sécurité pour intervenir quand c'est nécessaire. C'est déjà arrivé plusieurs fois.
Sans donner de nom, je peux dire que nous avons arrêté beaucoup de responsables au sein du ministère. Certains se sont enfuis à l'étranger pour échapper aux poursuites judiciaires, d'autres sont actuellement en procès. Avez-vous peur pour votre vie? Je ne suis qu'un homme. Je me dois d'avoir peur de cette situation, mais grâce à Dieu, tout se passe bien jusqu'à présent. Vous allez continuer? Bien sûr, c'est un devoir national. C'est quelque chose qui est dans notre sang. C'est un service que nous rendons aux citoyens irakiens. Voici l'homme responsable de cette reprise en main du ministère, Hussein Charistani. Un chiite d'origine iranienne proche de la plus haute autorité religieuse du pays, l'ayatollah Sistani. Son caractère en acier trempé lui a valu 10 ans de détention dans la sinistre prison d'Abu Ghraib. Il avait refusé de fabriquer une bombe nucléaire pour Saddam Hussein. Après des années d'exil en Iran et en Grande-Bretagne, cet ancien ingénieur nucléaire a rejoint la coalition au pouvoir en 2006. Je me souviens, quand ce cabinet a été formé en 2006, la situation sécuritaire en Irak était très mauvaise. Il y avait des attaques quotidiennes et des actions terroristes contre les Irakiens, et bien sûr contre les installations pétrolières. Nous étions la cible principale de ces attaques. Et j'avais dit à mes collègues, si votre problème c'est le terrorisme en Irak, mon problème c'est les terroristes, la mafia, et la corruption à l'intérieur du ministère. Nous avons aussi dû nettoyer le ministère et le débarrasser de toute influence politique, qu'elle provienne de pression à l'intérieur de l'Irak ou en provenance de l'étranger. Nous devions aussi combattre les terroristes. J'ai donc dû me battre sur 5 fronts différents. Direction le nord du pays, au Kurdistan irakien. Après avoir nettoyé son ministère, l'incorruptible ministre du pétrole s'est attaqué à une tâche encore plus difficile. Tenter de soumettre à la loi du gouvernement central le secteur pétrolier de la région autonome du Kurdistan. À son arrivée, près de 35 contrats d'exploitation avaient déjà été signés sans son aval avec une quinzaine de compagnies pétrolières étrangères. Le contrat le plus important a été confié à une toute jeune compagnie pétrolière turque qui s'est associée à une compagnie chinoise et une compagnie canadienne pour développer le champ pétrolier de Tak-Tak, le plus grand de la région autonome du Kurdistan. Pas moins de 3 barrages avant de pénétrer à l'intérieur du camp de base du consortium, et à chaque fois le même logo cousu sur la chemise des gardes en armes, celui de Vance Security, une agence privée de sécurité anglo-américaine qui n'aime pas beaucoup qu'on s'intéresse à son business. Can, le directeur du camp, est turc. Il y a 2 ans, il travaillait dans la construction à Bagdad. Un spécialiste du bâtiment, entouré d'une milice privée pour assurer la sécurité de ses employés. Ils ne sont pas autorisés à parler à la presse. Donc on va continuer la visite du camp. Là-bas, c'est notre clinique. Nous organisons une visite médicale dans chaque village 2 fois par semaine. Le responsable de la clinique, lui, est allemand et ne colle pas vraiment à l'idée que l'on pourrait se faire d'un médecin. Vous voulez jeter un œil à l'intérieur? Ici, c'est juste mon bureau. C'est notre petite salle d'intervention où l'on soigne parfois les habitants des villages voisins qui n'ont pas de clinique du tout. Vous êtes médecin? Ah non, je suis secouriste. Parce que j'ai vu vos armes. Oui, c'est parce que je suis sous contrat avec une société de sécurité, donc je fais les deux. C'est juste en cas d'urgence, vous savez. Nous sommes quand même en Irak ici. C'est votre trousse d'urgence.
Oui, en quelque sorte. Une trousse de premier secours. Au cas où quelqu'un aurait la drôle d'idée de poser une bombe ici, nous serions obligés de redevenir sérieux, mais il ne s'est rien passé ici depuis 2 ans. Si les Kurdes continuent de contrôler la situation, je pense que tout ira bien. Comment vous trouvez le business du pétrole? C'est lucratif? C'est incroyable. Parce que, à l'époque, quand on travaillait dans la construction et qu'on obtenait un contrat de 15 millions de dollars, on faisait la fête. C'était un gros budget. Aujourd'hui, c'est nous qui proposons des contrats de ce niveau-là. Vous gagnez beaucoup plus? C'est énorme. « 40 000 tonnes de brut extraits chaque jour de Tak-Tak. Aucune comparaison avec l'état des infrastructures du sud du pays. Pour permettre de doubler la capacité de production le plus rapidement possible, la compagnie turque effectue des travaux 24 heures sur 24 sur son site. Et là encore, la main-d'œuvre vient des 4 coins du monde. Vous êtes d'où? Je suis du Yémen. Et moi d'Inde. Vous êtes d'où? Écosse. Canada. Canada. Les médias donnent une image complètement différente de la réalité. Ce n'est pas si différent de chez nous. Les gens sont sympas et tout roule. C'est un peu plus chaud quand même. Un peu plus chaud, oui. Il neige chez nous en ce moment. Malgré les apparences, après 3 ans et plus de 350 millions de dollars engloutis dans le projet, le consortium pétrolier est aujourd'hui dans une position délicate, car Bagdad a décrété unilatéralement que tous les contrats signés avec le gouvernement régional kurde seraient désormais considérés comme illégaux. Nous sommes tous d'accord et nous respectons la Constitution, qui dit que le pétrole est une richesse qui appartient à tout le peuple irakien. Donc la seule institution capable de représenter tout le peuple irakien, c'est le gouvernement fédéral, qui est élu par le peuple. Et ni un gouvernorat, ni une région ne peuvent se revendiquer comme représentants de tous les Irakiens. Retour en zone sunnite, à Kirkouk, l'ultime symbole des tensions sur la répartition du pétrole entre Bagdad et le gouvernement régional kurde. Officiellement, les champs de Kirkouk sont aujourd'hui rattachés à la North Oil Company, la compagnie publique chargée d'exploiter le pétrole dans tout le nord du pays. C'est la North Oil? Oui, c'est l'entrée de leur siège. Comme la South Oil Company dans le sud du pays, la North Oil Company est censée être sous les ordres directs du ministère du pétrole à Bagdad. Pourtant, nous allons très vite comprendre qu'ici, l'autorité du pouvoir central ne pèse pas grand-chose. ما موجود مدير عام طالع وكيل عام طالع السكرتير قال خليجون خابرنا هسه قال خليجوني لا السكرتير ما يعرف Malgré une recommandation du ministre en personne et la présence à nos côtés d'une escorte du gouvernorat de Kirkouk, nous allons être bloqués à l'entrée du site. La sécurité est kurde et n'obéit à personne d'autre qu'à ses supérieurs. Après plus d'1 heure de discussion, nous allons finalement réussir à rentrer. Nous ne verrons pas le directeur de la North Oil Company, mais son secrétaire accepte de nous faire visiter les installations pétrolières de Kirkouk. Là encore, la sécurité kurde nous bloque à l'entrée.
Les relations entre le gouvernorat et la North Oil Company ne sont pas bonnes? Non, nos relations ne sont pas bonnes. Ce sont des voitures officielles, je n'ai pas besoin de vérifier. C'est des foutaises. Ils se prennent pour qui? Je suis désolé. J'avais pourtant prévenu la police du pétrole et même le ministère à Bagdad. Normalement, c'est le gouvernorat qui décide. Mais la North Oil Company, elle fait comme si elle était indépendante. Or, elle n'a pas son mot à dire. Ils dépendent du ministère du pétrole à Bagdad. Le site pétrolier de Kirkouk représente 16 milliards de barils de pétrole de réserve, de quoi alimenter la France pendant plus de 20 ans. Nous n'avons pu y pénétrer qu'accompagnés d'une escorte kurde de la North Oil Company. Et encore, nous n'aurons droit de filmer que quelques minutes à l'endroit où brûle depuis des milliers d'années le feu éternel de Kirkouk. Ce phénomène naturel était une des curiosités touristiques les plus visitées de la région avant la chute de Saddam Hussein. Par crainte des attentats, le site est aujourd'hui strictement fermé au public. Mis à part les employés de la North Oil Company, aucune des personnes présentes avec nous ce jour-là n'avait jamais pu approcher de si près. Ma femme est kurde, ma mère est turkmène, je suis arabe. Et vous? Arabe. Et vous? Arabe. Et vous? Kurde. Et vous? Turkmène. Nous vivons ensemble, nous avons toujours vécu ensemble. Vous en pensez quoi? Et vous? Silence gêné de nos accompagnateurs, car en réalité tous sont conscients que la violence menace à tout moment d'éclater à cause de ce gisement. Placé sous autorité fédérale, il s'étend sur 100 km jusqu'à Kourmala, en région autonome kurde. En Irak, l'ensemble de cette zone s'appelle les territoires disputés, car Bagdad comme Erbil en revendique la souveraineté. Ici, le sous-sol est sans doute l'un des plus riches en pétrole du pays, voire du monde. Et depuis 8 mois, c'est le groupe Car, une compagnie privée basée à Erbil, qui exploite, raffine et exporte le pétrole des 24 puits de Kourmala. Un site ultra-moderne qui fonctionne quasi exclusivement avec un personnel d'origine kurde. Entre 1927 et 2003, tous les anciens régimes, les uns après les autres, ont interdit aux Kurdes de travailler ou même d'étudier dans le pétrole et le gaz. Maintenant, nous sommes totalement indépendants du reste du pays. Notre équipe est composée à 90% de gens qui viennent d'Erbil, Souleymaniye ou Dohuk, c'est-à-dire du Kurdistan irakien. C'est une belle réussite de notre compagnie d'avoir créé une nouvelle génération de personnel qualifié dans le secteur pétrolier. Autre défi au pouvoir central de Bagdad, suite à un compromis obtenu grâce à l'appui du gouvernement américain. Depuis juin 2009, c'est à partir de Kourmala que le pétrole kurde est exporté vers la Turquie. Une situation qui renforce de fait l'autonomie de la région. C'est un honneur pour tous ici, pour n'importe quel ingénieur de travailler même une journée sur le champ pétrolier de Kirkouk. Maintenant nous travaillons, nous avons nos raffineries, nous produisons ici. Vous savez, c'est grisant pour nous. Kirkouk n'est pas un gisement normal, c'est l'un des meilleurs gisements du monde. Inacceptable pour l'inflexible ministre du Pétrole, qui a décidé de bloquer le paiement des revenus du pétrole réclamés par la région rebelle. Résultat, en octobre 2009, le gouvernement régional du Kurdistan irakien a, lui, décidé d'arrêter ses exportations de pétrole tant que Bagdad n'aura pas honoré sa part du contrat. Un bras de fer que le gouvernement américain continue de soutenir discrètement depuis des mois. Washington a toujours considéré les Kurdes comme ses alliés les plus sûrs dans la région. Et à Erbil, ce lien privilégié passe difficilement inaperçu.
Ce club de karting, situé à proximité de l'aéroport par exemple, est détenu par une compagnie de sécurité américaine présente en Irak depuis 2003. Tour de karting à volonté, alcool en vente libre, c'est le lieu de rendez-vous préféré des expatriés d'Erbil. Bien en vue sur le mur de l'entrée, des photos du propriétaire avec des personnalités de marque, comme l'ancien administrateur civil en Irak, Zalmay Khalilzad à gauche, aujourd'hui reconverti dans les affaires. En réalité, si les investisseurs américains se font encore discrets dans le reste du pays, ils sont ici les bienvenus. Damien, un jeune promoteur immobilier qui a longtemps travaillé pour les Américains à Bagdad, peut en témoigner. Son nouveau projet s'appelle l'American Village, une centaine de villas vendues au prix de 250 000 $ l'unité. On se croirait dans Desperate Housewives en version irakienne. Vous avez pas mal travaillé aux côtés des Américains. Oui. Vous les avez vus évoluer depuis le début de la guerre jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que leur présence est toujours aussi massive et est-ce qu'ils vont compter dans les 10 ans à venir pour l'Irak? Bien sûr. Ici, on a appelé cet endroit l'American Village. Parce que c'est un développement qui s'inspire d'un développement américain. Il est construit au standard américain. Mais après, il y a un clin d'œil à l'histoire de l'Irak. Il y a quand même une forte présence américaine. Il y a un clin d'œil au rapport de la région avec les Américains. C'est de l'amour et de la haine. Il y a un modèle américain qu'on rejette, et d'un autre côté, on en rêve. Puis il ne faut pas se tromper. Il y a un mois, quand le vice-président américain Joe Biden est venu, il est quand même venu spécialement à Erbil, dîner avec le Premier ministre, voire peut-être le Président. Il est passé par Erbil. Donc il y a quand même à un moment donné une véritable volonté des Américains, je dirais, de voir cette région se stabiliser. Et je pense qu'à un moment donné, dans leur réflexion, ils se sont dit l'Irak va se stabiliser à travers le Kurdistan, l'Irak va se stabiliser à travers le sud et la zone chiite, et puis petit à petit, le reste du pays devrait suivre. Des Américains, nous allons justement retrouver chez le patron de KAR, la compagnie privée qui exploite le site de Kourmala, au centre des tensions entre le gouvernement central et la région autonome kurde. Le Shehrbaz a fait fortune entre 2003 et 2007 en décrochant plusieurs contrats de reconstruction à travers tout le pays avec l'administration américaine. Une coopération qu'il entend bien poursuivre dans le secteur pétrolier. Alors quoi de neuf? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Cette semaine, avant d'arriver ici, c'était très intéressant. Beaucoup de gens m'ont demandé si je pouvais les aider à faire des affaires dans le pétrole et le gaz. D'ailleurs, je travaille comme développeur d'affaires pour Joe Alba, qui a longtemps dirigé la FEMA et qui est un ami très proche de George W. Bush. Joe Alba, ami personnel de George W. Bush, n'est autre que l'ancien patron de la FEMA, impliqué dans le scandale du retard de l'arrivée des secours à la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina. Il souhaite aujourd'hui investir dans le pétrole au Kurdistan. Disons que je suis un peu l'agent de Joe Alba. C'est un homme très bien. Pour tout ce qui concerne les affaires, venez nous voir. Mais ce qui touche à la politique, laissez-le aux politiciens. Notre compagnie a des relations avec l'USAID et le département d'État. Nous avons des relations avec le ministère du Commerce américain, car en Irak, nous avons travaillé pour eux, et donc oui, nous avons de bonnes relations avec le gouvernement américain. Une fois que les soldats seront partis, que la paix régnera, que les lois et l'ordre seront établis, ce qui restera dans les relations de nos deux pays, ce seront les affaires. Les affaires continueront.
L'héritage que laisseront les États-Unis sera d'avoir créé les conditions d'une ouverture du pays avec une bonne situation sécuritaire, des opportunités pour les affaires et de bonnes relations entre les Américains et les Irakiens, ainsi qu'avec le reste du monde. Un entre-gens de la compagnie privée kurde à Washington qui explique sans doute l'aplomb avec lequel son patron, le Cheikh Baz, parle des perspectives d'avenir de la région. Pour rassurer des investisseurs potentiels comme cette délégation française venue de Dubaï, le Cheikh Baz affirme sans sourciller que le départ des troupes américaines n'est pas du tout à l'ordre du jour, en tout cas au Kurdistan. Nous avons entendu dire que le gouvernement américain avait décidé de créer une zone tampon entre la partie kurde et la partie arabe pour qu'il n'y ait aucun conflit entre ces deux communautés. Cela veut dire que vous êtes entre de bonnes mains du point de vue des investissements pour une période de 5 à 10 ans. Une zone tampon protégée par les Américains qui suivrait le tracé de la frontière entre la région autonome du Kurdistan et le reste du pays. Ni plus ni moins qu'une caution officieuse de la partition de l'Irak. Vous pensez qu'un gouvernorat dans le sud, un dans le Kurdistan et un autre dans le centre serait une solution plus viable pour l'Irak qu'un État centralisé ? Dans l'histoire de ce pays, les expériences d'un État centralisé sont très alarmantes. Dans le cas du Kurdistan, ça nous a conduit à un génocide. L'argent du pétrole était utilisé pour acheter des armes chimiques, et ces armes ont servi contre les civils. Si nous retournons à ce système, rien ne nous garantit que cela ne se reproduira pas. La Constitution et les négociateurs qui l'ont établi ont été très clairs. Ils ne veulent pas que le passé se répète. Nous devons avoir un État décentralisé, dans lequel les différentes régions pourront s'affirmer et se développer conjointement. Istanbul, 28 septembre 2009. Pour contrer ces menaces d'une partition de l'Irak avec une région sous influence américaine et turque au nord et iranienne au sud, le ministère du Pétrole lance un appel d'offres international afin de reprendre la main et rattraper son retard sur la région autonome kurde. Un appel d'offres attendu depuis plus de 6 ans par les compagnies pétrolières internationales. Ici, vous avez des personnes provenant du monde entier. Environ 50 entreprises, de grandes compagnies. Toutes sont intéressées. En fait, elles veulent toute une part du gâteau. Les géants américains de Chevron et d'ExxonMobil, russes de Lukoil et chinois de la CNPC, la China Petroleum, ont chacun envoyé une délégation de plusieurs personnes. Les Européens aussi sont venus en force avec les Britanniques de BP, les Anglo-Néerlandais de Shell et bien sûr les Français de Total. Vous vous connaissez ? Bien sûr, c'est Total. Ça fait longtemps. Oui, nous avons un accord avec eux pour la formation de nos employés. Après des heures de négociations à huis clos, la presse est invitée à poser quelques questions aux responsables du ministère du pétrole irakien. Les entreprises travailleront avec le ministère du pétrole jusqu'à la date de l'appel d'offres public qui a été fixé aux 11 et 12 décembre de cette année. La cérémonie se tiendra à Bagdad, au siège du ministère du pétrole. 3 mois de négociations avec les compagnies étrangères que nous allons suivre pas à pas avec les hommes du ministère du pétrole. Afin de devancer les critiques de l'opposition, ils ont décidé de jouer la transparence totale sur les contrats qui seront signés. L'inverse de ce qu'il s'est passé en région autonome kurde.
Allez-vous rendre publics les termes des contrats et les personnes que vous rencontrerez? Juste un rappel. Dans la loi sur le pétrole et le gaz, il y a un article très clair qui garantit que tous les contrats signés doivent être accessibles aux médias dans les 2 mois qui suivent leur publication. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas de secret. Tout se déroulera de manière transparente. Merci beaucoup. D'autres questions? Tout est clair? Autre argument choc du ministère du Pétrole afin de gagner la bataille de l'opinion publique. À l'inverse des contrats signés avec le Kurdistan irakien, les compagnies pétrolières étrangères devront accepter de n'avoir aucune participation au capital des champs de pétrole qu'elles exploiteront. Mieux, elles devront se contenter d'une marge très réduite sur les exportations du pétrole, 2 $ par baril vendu, et ce, quelles que soient les variations de son prix sur le marché. Les négociations sont difficiles, 2 $, ça ne se fait nulle part dans le monde. Tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes très heureux d'avoir entamé les négociations pour un accord. Nous espérons conclure très vite pour nous mettre au travail. Quand ils ont vu le modèle de contrat que j'ai créé, il y a eu une onde de choc. J'ai subi des pressions. Même des personnes très proches me disaient « Écoute, nous avons besoin de revenus. La production de pétrole a besoin d'être lancée. Mais la manière dont tu établis tes contrats de service ne va pas encourager les compagnies pétrolières à venir. » Je suis le premier à admettre que la marge de profit est très faible. Mais il y a du profit, car nous n'espérons pas qu'elles viennent travailler gratuitement. Bagdad, 2 novembre 2009. Le quartier des ministères est en état de siège. Un double attentat visant le ministère de la Justice et le gouvernorat de Bagdad a eu lieu 5 jours plus tôt. 127 morts. C'est l'un des attentats les plus meurtriers depuis 2003 et le timing n'est pas fortuit. Les négociations avec les compagnies pétrolières étrangères viennent de commencer et Bagdad s'apprête à inaugurer sa première foire économique internationale depuis 2002. Parmi les compagnies pétrolières étrangères, les plus critiques sur les conditions posées par le ministère du Pétrole sont les Français de Total. Total, qui collabore depuis des années avec les Irakiens, espérait de meilleures conditions d'exploitation pour les 2 champs qu'elle convoite dans le sud du pays, ceux de Majnoun et de West Kourna. Soutenue par le gouvernement français, la compagnie pétrolière pense pouvoir changer la donne, notamment en proposant de gros investissements afin d'améliorer le quotidien des habitants de Bassora. Le ministre du Commerce, là, dans la voiture, il parle très bien anglais, il va parler surtout de Bassora, et il va dire à Bassora, il y a plus de pétrole que d'eau, donc les habitants sont les plus riches du monde, potentiellement. Tel de type, potentiellement, mais pas c'est avec eux. C'est un peu vrai. C'est le pari de Total, c'est votre pari. Alors on offre d'ailleurs dans Binuma, si on arrive à engager une discussion de l'ESD, on va proposer de faire une centrale électrique et de faire une unité de désalination d'eau de mer en accompagnement de notre investissement. Ça, c'est si on peut faire si on peut avoir des. Quelle énergie, votre unité de pétrole ou de gaz. Le gaz, parce qu'il y a pas mal de gaz. Non, ce serait une unité. La power plant serait à base de gaz. Le pétrole, moi je suis contre le. Vous venez évidemment au rendez-vous avec le ministre du Pétrole? Si vous m'invitez, bien sûr. Oui, on va le faire ensemble. Si Total réussit, c'est la France qui réussit. C'est important que vous réussissiez dans les prochains mois à obtenir ce que vous voulez. Oui, bien sûr, il faut réussir, mais pas non plus à n'importe quelle condition. Il faut que ça soit mutuellement bénéfique, il faut que Total y trouve son intérêt, donc les salariés de Total. Et puis c'est aussi l'intérêt de l'Irak, parce que si on veut avoir des investisseurs de long terme, il faut qu'ils soient contents. Direction le ministère du Pétrole, où la secrétaire d'État au commerce embarque le numéro 2 de Total à son rendez-vous avec le ministre Charistani. Un convoi sous haute sécurité. Il y a des barrages tous les 200 mètres et des murs qui protègent des attentats tous les bâtiments officiels. Le ministère du Pétrole est situé à plusieurs kilomètres de l'ancienne zone verte, la zone la plus sécurisée de Bagdad, là où sont retranchés les soldats américains
et tous les étrangers qui vivent et travaillent dans la capitale irakienne. Total joue gros en Irak. Le gisement de Majnoun et celui de West Kourna représentent chacun un potentiel d'1,5 million de barils jour, l'équivalent de 2 fois la production totale de l'Algérie. La compagnie française y a effectué des missions exploratoires entre 1991 et 1997 et compte bien capitaliser sur cet avantage. C'est important, le retour de la France en Irak? Oui, c'est très important, mais je ne peux pas parler aux médias tout de suite. Laissez-nous déjà nous entretenir. Une réunion à huis clos car chaque information peut donner l'avantage aux concurrents du groupe français, notamment pour le gisement de West Kourna, aussi convoité par les Russes de Lukoil et les Américains d'ExxonMobil. La décision finale dépend de la marge qu'ils vont proposer, mais pour l'instant, les 3 compagnies ont déjà accepté de gagner 1,90 $ par baril. Les négociations en cours portent maintenant sur la baisse que chacun d'entre eux sera prêt à accepter. Mais ce jour-là, ce sont d'autres compagnies étrangères qui sont à l'honneur. Une cérémonie de signature à l'hôtel Rachid doit avoir lieu avec les Britanniques de BP et les Chinois de la CNPC, la China Petroleum, la première compagnie publique chinoise. Ce sont les 2 seules compagnies pétrolières à avoir pour l'instant accepté sans rechigner les conditions imposées par les Irakiens. Ils ont obtenu le contrat d'exploitation du site de Roumaïla, sur lequel l'armée américaine et la compagnie KBR ont travaillé pendant 3 ans. Un contrat qui ne prévoit aucune participation au capital pour les 2 géants pétroliers, une première dans l'histoire du pétrole en Irak. BP est ravi de faire partie de tout ça, d'être ici, d'aider à reconstruire l'industrie pétrolière irakienne pour le bénéfice du peuple irakien. C'était des négociations difficiles ou plutôt bonnes? Très bonnes négociations, avec une bonne coopération des 2 côtés. Je pense que nous passerons rapidement de l'appel d'offres à un contrat final. Et la prochaine étape, vous serez au 2e appel d'offres? On ne dévoile jamais ce que nous faisons commercialement. Mais bien sûr, nous serons là comme tous les autres. Une victoire pour le ministre du Pétrole, qui s'empresse de rappeler à la presse irakienne que jamais aucun pays n'a réussi à obtenir des conditions aussi avantageuses. Je veux que le peuple irakien sache que nous avons réussi à attirer les plus grandes compagnies pétrolières internationales et que l'Irak ne bradera pas ses richesses. Le pétrole irakien restera sous le contrôle du gouvernement central d'Irak. Et notre pays alignera ses prix sur les cours mondiaux du pétrole. Je suis heureux aujourd'hui. Et je félicite l'Irak et les compagnies étrangères aussi, qui ont accepté nos conditions. Même si elles trouvent ces prix très bas, elles les ont quand même acceptés. Une promesse de 50 milliards de dollars d'investissement pour remettre à niveau le site de Roumaïla, soit 2000 fois plus que le montant des travaux effectués par l'armée américaine entre 2003 et 2007. Cette semaine-là, pas moins de 4 promesses de contrats ont été signées par le ministère du Pétrole avec des compagnies américaines, italiennes, japonaises et turques. Des signatures que les opposants de la coalition au pouvoir ont tenté de faire capoter. Au Parlement, ce sont les représentants de Kirkouk qui mènent la fronde contre le ministre Shahristani, justement convoqué ce jour-là pour justifier sa politique. Parmi les plus virulents détracteurs du ministre, nous retrouvons bien sûr les membres de la tribu sunnite des Joubouri.
Saddam Hussein, il consultait toujours le Parlement avant de faire passer une loi. Franchement, il y avait vraiment un Parlement à l'époque? Laisse tomber les détails. Celui qui te parle a souffert de Saddam. Il a exécuté mon oncle. Saddam Hussein était dictateur, mais au moins, il consultait le Parlement. Il respectait la loi. Le principal, c'est qu'il consultait les députés. Il ne se mêlait pas de leurs affaires. Alors qu'aujourd'hui, Shahristani ne fait rien de tout ça. Quelle est la solution alors? La solution ? La solution, c'est d'annuler tous les accords pétroliers en cours. Les compagnies pétrolières qui avaient travaillé au Kurdistan ont été mises sur une liste noire. Eh bien, celles qui signent des contrats dans le sud, il faudrait aussi les mettre sur une liste noire. Des opposants politiques ont contacté les compagnies pétrolières et leur ont dit de ne pas signer ces contrats, car ils ne leur apportaient pas suffisamment de revenus. Ils leur ont demandé de refuser de les signer maintenant, parce que quand ils arriveraient au pouvoir, ces gens-là espèrent prendre un jour le pouvoir, ils les reconsidéreraient et les rendraient plus attractifs pour eux. Selon moi, c'est de la haute trahison. Il y a tout de même un risque que ces contrats soient annulés. Non, une fois qu'un contrat est signé et qu'il a été approuvé par le Conseil des ministres, et c'est ainsi que nous procédons en parfait accord avec la Constitution, les contrats n'ont pas besoin d'être présentés au Parlement. Paris, 16 novembre 2009, Palais de l'Élysée. C'est la première visite d'État organisée pour un président irakien. Jalal Talabani, accompagné de ses principaux ministres, est reçu avec tous les honneurs de la République française. Un coup de pouce idéal pour Total, à moins d'un mois de l'appel d'offres qui va décider de l'avenir du pétrole en Irak. Pourtant, le patron de la compagnie pétrolière continue de penser que les conditions imposées par le ministre du Pétrole ne sont pas dignes d'une compagnie comme Total. Que ce soit le président, le Premier ministre, le ministre du Pétrole, tous les autres, ils disent tous on veut Total, on veut Total. Mais un partenaire, il partage avec nous. Une part plus petite, mais il partage. Là, la rémunération, elle est fixe. C'est-à-dire, vous prenez les risques et... C'est même pas ça. C'est quoi que vous fassiez, c'est pareil. On est une société de service. Et je pense que, en respectant les sociétés de service avec lesquelles on travaille, on peut faire mieux en tant que partenaire. Vous valez mieux que ça? Non, on peut faire mieux. Merci beaucoup. Ça va, travail à suivre. Absolument, absolument. Rendez-vous au 11 décembre. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Bagdad, vendredi 11 décembre 2009. Au ministère du Pétrole, les conditions de sécurité sont maximales. 3 jours plus tôt, 5 attentats à la voiture piégée ont fait plus de 115 morts. Un avertissement lié sans aucun doute à l'événement qui doit avoir lieu ce jour-là. L'appel d'offres du ministère du Pétrole pour les 10 plus grands champs pétroliers du pays. Malgré les risques, la cérémonie est maintenue et toutes les compagnies internationales ont fait le voyage. Hussein Shahristani, accompagné du Premier ministre Nouri al-Maliki, préside la cérémonie. C'est l'heure de vérité pour la coalition au pouvoir. Un succès est indispensable pour espérer gagner les élections fixées au 7 mars 2010. Après 3 mois de négociations intenses, les compagnies pétrolières internationales, elles, ont tenté jusqu'au dernier moment de faire pencher la balance en leur faveur. Ça fait plusieurs jours, même plusieurs semaines, qu'on fait tout ce qu'on peut en termes de lobbying, en termes de politique d'influence pour essayer de parler aux décideurs irakiens, pour essayer d'aider dans la mesure du possible la société Total, qui maintenant va présenter son offre et va produire son effort. Les conditions sont très difficiles, mais Total m'a confirmé hier vouloir mener une politique agressive et extrêmement volontariste sur l'Irak, donc je suis optimiste. Les règles du jeu sont simples. À droite, une 50aine de compagnies pétrolières ont été sélectionnées par le ministère du Pétrole selon des critères bien précis. Solvabilité, promesse d'investissement et savoir-faire technologique.
Pour remporter le marché, chaque compagnie doit maintenant déposer son offre dans cette urne. Une offre rendue immédiatement publique qui est composée de 2 chiffres. La marge que la compagnie accepte d'avoir sur chaque baril de pétrole vendu et le nombre de barils qu'elle s'engage à produire dans les 6 ans à venir. Pour le site de Majnoun convoité par Total par exemple, le plafond de la marge a été placé à 2 $ par baril de pétrole vendu. L'offre de Total va être largement en dessous. 1,75 $ de marge par baril vendu et une hausse de 1,5 million de barils par jour en 6 ans. La compagnie française tape fort, mais d'autres vont être encore plus agressifs. Shell, avec son partenaire Petronas, propose 1,39 $ par baril, avec une augmentation de la production à 1 800 000 barils par jour. Stupeur dans le camp des pétroliers, la compagnie Shell vient de franchir un seuil historique. 1,39 $ de marge par baril de pétrole vendu, pour un objectif d'1 800 000 barils jour. Évidemment, nous sommes ravis. Nous avons gagné cet appel d'offres. Nous avions travaillé dur pour en arriver là. Encore une fois, nous avons prouvé à l'Irak que notre offre était sérieuse et qu'elle défiait toute concurrence. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes un peu déçu? Ah ouais. Forcément déçu. C'était vraiment un champ très important pour Total. Maintenant, il y a d'autres champs et donc Total va entrer en compétition sur d'autres champs. Donc, mais c'est vrai que c'est un rude coup parce qu'ils ont fait le travail. Hein. Ils étaient en dessous des exigences irakiennes. Donc franchement, voilà, ils ont fait le job et c'est vraiment c'est moche. Au final, Shell, BP, les Chinois de la CNPC, les Américains d'ExxonMobil et les Russes de Lukoil se seront taillés la part du lion en Irak. Total n'obtiendra finalement qu'une participation dans un petit champ pétrolier au sud. Malgré la déception, le responsable de la compagnie française tente de faire bonne figure. Étonnamment, hormis ExxonMobil, les autres compagnies américaines qualifiées pour cet appel d'offres n'auront fait aucune proposition. 7 compagnies américaines étaient qualifiées et elles auraient pu faire une offre sur les champs pétroliers en compétition. Ou peut-être avaient-elles d'autres champs pétroliers en vue qui n'ont pas encore été soumis à un appel d'offres. C'est donc une victoire pour l'Irak et pour votre stratégie. Oui, je pense que c'est une victoire pour l'Irak d'avoir été capable d'assumer son rôle de leader mondial en termes de production pétrolière et d'avoir pu signer des contrats à de tels niveaux de prix. Je pense vraiment que c'est une grande réussite pour l'Irak. Le ministère du Pétrole prévoit de faire passer la production à 12,5 millions de barils par jour dans les prochaines années. L'assurance pour l'Irak de jouer à nouveau un rôle central dans la région. Une victoire fêtée dignement dans les couloirs du ministère plusieurs heures après le départ des compagnies pétrolières internationales. En prouvant qu'elle pouvait tenir tête au reste du monde et servir au mieux les intérêts du peuple irakien, la coalition au pouvoir à Bagdad a gagné une bataille face à ses détracteurs. Cela suffira-t-il à calmer la colère et la frustration de la population chiite du sud du pays et sunnite du centre du pays, encore largement oubliée par cette nouvelle redistribution des richesses en Irak? Dans le nord non plus, l'heure n'est plus au triomphalisme. La région est étranglée financièrement par Bagdad. Les projets immobiliers s'arrêtent les uns après les autres et le doute s'installe chez les investisseurs qui ont tout misé sur la région autonome kurde.
7 années après la chute de Saddam Hussein, le retour à l'état de droit reste encore fragile en Irak. À la croisée des chemins, le pays se cherche encore un modèle, fédéral et ultralibéral à l'américaine, ou centralisé et autoritaire à l'iranienne. De ce choix dépendra sans doute la réalité du départ des troupes américaines du pays. Imminent, comme l'a promis Washington, graduel, comme le souhaitent les Kurdes et la coalition au pouvoir à Bagdad, ou permanent, comme en rêvent tous les ennemis du grand Satan américain.